Voilà, donc maintenant que nous sommes en train d'enregistrer, j'aimerais mentionner que dans un premier temps, l'activité elle est offerte grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada, du secrétariat du Québec aux relations canadiennes et bien sûr des membres du réseau. Donc, merci à tous. L'atelier aujourd'hui, c'est la diversité des stratégies pédagogiques en formation à distance, du principe à l'application. Je vous présente sans tarder nos deux conférenciers. Béatrice Poudelco, qui est professeure à l'Université TÉLUQ. Elle est directrice du comité de programme en éducation de formation des adultes, œuvrant dans le milieu de la formation et Non, de je la ne le suis recherche. plus. Ah, ça l'a changé. Bon, merci pour la précision. Désolée, mais c'est pas grave, je notais. C'est quelque chose que Merci, vous avez fait. Donc, oui, c'est oui, je j'avais l'ai probablement toujours dans le domaine fait. et que vous avez développé une vaste expertise de la formation à distance en enseignement supérieur et en milieu de travail. Donc, vous contribuez activement à la recherche et à la diffusion des connaissances sur l'enseignement et l'apprentissage des adultes dans les milieux professionnels, en éducation et en santé principalement, et auprès du grand public. Donc, détentrice d'un doctorat en psychologie cognitive, Béatrice Poudelco mène ses recherches dans une perspective interdisciplinaire, privilégiant des méthodologies collaboratives et participatives visant la transformation des conceptions et des pratiques professionnelles en formation des adultes. Donc, on a un beau parcours ici. Et Madame Poudelco, vous êtes accompagnée aujourd'hui de Monsieur Julien Contamine, qui est spécialiste en sciences de l'éducation à l'Université TÉLUQ depuis 2011. Il accompagne les professeurs dans le développement de leurs cours en ligne dans un rôle de conseiller et concepteur pédagogique. Parallèlement, il œuvre comme chargé d'encadrement d'établissement depuis une vingtaine d'années. Il accompagne les personnes inscrites au programme en technologie éducative et en formation à distance. Donc, deux personnes avec vous de qualité aujourd'hui. Madame Co, Monsieur Contamine, c'est avec plaisir que je vous cède la parole. Donc, vous pouvez y aller. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Mathieu. Merci beaucoup, Mathieu. Nous sommes deux et nous allons avoir une présentation très interactive à deux. Alors, peut-être que parfois, on va se couper la parole ou qu'on va oublier de parler à notre tour, mais on va faire de notre mieux. Vous allez voir, là, nous avons consacré pas mal de temps à la conception pédagogique de cet atelier, puisque, bon, le cordonnier doit être bien chaussé, mais nous avons eu un petit peu moins de temps pour nous pratiquer. On espère quand même que tout ira bien. Alors, vas-y, Julien, c'est à toi. Oui, bon, ben alors, ça va être assez simple. Le plan de l'atelier, premièrement, une introduction, puis après, on va vous proposer une sorte de simulation. Là, on va vous expliquer de quel type de simulation il est question. Et bien, enfin, on aura une conclusion. Et pour commencer, on va vous poser deux questions. Alors, la première question, puis je vais lancer le module de sondage. Vous allez voir une question apparaître à vos écrans. La question, c'est dans votre enseignement, formation, conception pédagogique, dans votre pratique, qu'est-ce que vous utilisez parmi cette liste de stratégies? Alors, vous devriez la voir à l'écran si tout va bien. On va vous laisser quelques secondes, encore Et puis 5 secondes. ça Oui, se déroule, hein, la petite fenêtre là, il y a en fait 10 éléments dans notre questionnaire. voilà. On voit pas tout de suite, en tout cas moi je vois pas tout, mais Oui, oui, ben c'est tu as ça. Là, raison. dans 3 Mhm. secondes, je vais arrêter le sondage, puis comme ça, je vais pouvoir diffuser les résultats. Ça bouge encore beaucoup. 1, 2 et 3, je mets fin au sondage et je partage les résultats avec vous. Donc, vous devriez les voir à l'écran. Et puis, moi et Béatrice, on prend connaissance en même temps que vous des résultats. Ben, on peut voir que les stratégies là, qui ont l'air d'être le plus utilisées, ben, bien sûr, le quiz, les études de cas et les rétroactions. Puis on voit qu'il y a 21% autres. Alors, ben, peut-être que vous aurez l'occasion plus tard là, de nous fournir des informations à ce sujet-là. Mais on voit qu'il y a une grande variété finalement d'usage de ces stratégies. Voilà. Euh, à présent, on avait une deuxième question pour vous. Voilà, je te laisse la parole, Béatrice, pour la présenter. Et je vais la lancer aussi en même temps. Oui, c'est ça. Donc, tu as un petit peu vendu la mèche, Julien, puisque tu as déjà parlé de stratégie pédagogique. La deuxième question, c'était justement de décider qu'est-ce qui est une stratégie pédagogique, c'est quoi votre conception de stratégie pédagogique, comment vous la définissez en quelque sorte.
Donc voilà, la deuxième question, c'est parmi les éléments suivants, lesquels sont des stratégies pédagogiques? Choisissez tout ce qui s'applique. Il y a beaucoup d'informations qui rentrent. On donne encore 3 secondes, Béatrice. 1, Oui, 2, 3, c'est fini. Je partage les résultats. Donc, vous devriez les voir à l'écran. C'est vrai qu'il y a juste moi qui vois les résultats en direct pendant qu'on passe le sondage. Je te laisse, Béatrice, peut-être mettre en évidence 1 ou 2 points. OK. Donc, on voit que finalement, tout ça, c'est des stratégies pédagogiques. Donc, c'est un petit peu confus, effectivement, puisque c'est juste une stratégie pédagogique. Par exemple, certains ont répondu ADI, que c'est une stratégie pédagogique. Donc, ADI, c'est une méthode d'ingénierie pédagogique qui peut servir à concevoir l'ensemble finalement de la formation, là, de l'analyse des besoins à l'évaluation, à la toute fin, au test et tout. Donc, c'est pas une stratégie pédagogique en soi, c'est bien une méthode d'ingénierie davantage. Certains autres aussi PowerPoint. OK, est-ce que PowerPoint est une stratégie pédagogique? Oui et non. On pourrait parler de l'exposé avec PowerPoint. On peut aussi faire un exposé avec tableau noir, n'est-ce pas? Donc, exposé, c'est certainement une stratégie pédagogique. PowerPoint, aujourd'hui, on va utiliser ça en raccourci parce qu'avec PowerPoint, on fait surtout des exposés. Mais est-ce qu'on pourrait faire autre chose? J'imagine que oui. Donc, vous voyez, c'est très diversifié, c'est assez confus cette notion de stratégie pédagogique et ça ne m'étonne pas les résultats là, que je vois parce qu'effectivement, là même dans la littérature que l'on trouve sur le sujet, c'est pas mal confus et en plus, il y a beaucoup de mots pour décrire ces choses-là. Donc, on va parler aussi des méthodes, des formules pédagogiques, parfois même des expériences d'apprentissage. Ça, c'est la nouvelle mode, là, on appelle ça des expériences. Donc, il y a toutes sortes d'appellations. Donc, durant notre atelier, en fait, diapo suivante, merci. C'est exactement à ça là qu'on va s'attaquer là dans cet atelier de formation aujourd'hui. Nous aimerions qu'à la fin là, donc, de cette formation, vous soyez capable d'expliquer en vos propres mots la notion de stratégie pédagogique, de distinguer les stratégies pédagogiques selon leur utilisation en conception pédagogique en formation à distance, de donner des exemples de stratégies pédagogiques selon leur utilisation en conception pédagogique et d'illustrer l'utilisation d'une stratégie pédagogique à l'aide d'un exemple tiré de sa pratique de formation à distance. Ça va? Ce ne sont pas des objectifs très ambitieux. Nous savons que parmi vous, il y en a des experts, il y a des intermédiaires, il y a des débutants. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens, d'après ce que j'ai vu, qui s'y connaissent pas mal là. Alors peut-être que nous n'allons rien vous apprendre à nouveau, donc ça va être juste une répétition générale de ce que vous savez. Mais on verra donc à la fin là comment vous trouvez ça, comment vous avez trouvé finalement l'atelier en tant que tel. Donc maintenant, de quelle façon on va procéder? Vas-y, Oui, Julien. oui, oui, au niveau du déroulement, ben, finalement, comme je vous l'ai dit plus tôt, on va faire une sorte de simulation. Et on va simuler une situation d'interaction professionnelle entre un enseignant, là, comme un professeur de cégep ou d'université, mais ça pourrait être aussi un formateur dans un autre milieu, et une conseillère pédagogique. Alors, ben, c'est naturel que moi, je vais jouer le rôle de l'enseignant et Béatrice va jouer le rôle de la conseillère pédagogique. Donc, on a interverti les rôles. Et puis, ben, vous allez vous avoir un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'on va vous solliciter à 2, 3 ou peut-être à 4 moments à travers l'atelier pour que vous nous donniez votre avis sur certains aspects. Donc, c'est ça pour le déroulement. Et là, maintenant, on va commencer donc la simulation. Puis le contexte, il est simple. En fait, c'est une situation typique qu'on peut retrouver dans différents milieux où un enseignant qui a beaucoup d'expérience en classe, surtout après, là, dans cette ère post-Covid, l'enseignant veut passer une partie de son cours en ligne et ben, il sollicite l'aide d'une conseillère pédagogique. Voilà. C'est parfait. Donc, moi, la conseillère pédagogique, vas-y à la diapo suivante, Julien. Ouais, Je pense on est arrivé là. Hein? d'accord.
Donc, moi, la conseillère pédagogique, j'ai reçu un courriel, comme j'en reçois pas mal, parce que je suis quand même très occupée dans mon conseil pédagogique. J'ai reçu le courriel du professeur Julien Contamine qui me dit exactement ceci. Bonjour, Madame Pudelco, je vous écris car je souhaite concevoir un module sur l'écoute active pour un public novice de professionnels en relation d'aide psychosociale et éducative. Il s'agit d'une séance d'un cours que j'ai donné depuis plusieurs années en classe, en présence. La séance sera d'une durée de 3 heures. Je crois que je vais opter pour une séance synchrone en utilisant Zoom, auquel tous les enseignants ont accès. J'ai déjà suivi la formation sur l'utilisation de Zoom pour l'enseignement, cordialement. Donc, suite à ce courriel, je lui ai proposé une rencontre. Nous avons convenu d'une date et voilà, nous nous sommes rencontrés. Notre première réunion a eu lieu il y a quelques temps et puis le professeur Contamine me présente donc son idée. M'avait présenté, je ne sais plus si je suis dans le passé ou la simulation c'est dans le présent, alors je vais passer au présent. Donc, je rencontre le professeur Contamine et il me présente son idée de la transformation de son cours en présentiel en cours à distance synchrone. Oui, bon, alors, Donc, bonjour, professeur Contamine, comment allez-vous? très bien, très Enchantée. bien. Enchanté de vous rencontrer. Je suis content de pouvoir profiter de votre expertise dans mon projet. Alors, ben, c'est assez simple, mon projet. Moi, j'ai l'habitude de donner ce cours. Je traite 3 sujets sur l'écoute active. Donc, c'est un cours sur l'écoute active. Une partie sur c'est quoi l'écoute active, une partie sur pourquoi faire de l'écoute active et aussi pourquoi être actif pendant l'écoute. Et enfin, une section, je traite du sujet du comment écouter de manière active. Puis, au fil des années, j'ai développé des PowerPoint, différents PowerPoint, donc je pense que je vais pouvoir les réutiliser sans difficulté. Puis, pour numériser, médiatiser mon cours, je sais que j'ai quelques ajustements à faire sur mon plan de cours, alors c'est pour ça que j'ai fait appel à vous. OK, très bien. Donc, est-ce que vous avez une introduction au début pour présenter ce qui va suivre? Ben, une introduction, ben, le temps que les gens rentrent dans la salle puis s'installent, ben, je prends toujours ce temps-là pour mettre un petit peu la table et expliquer de quoi il va être question pendant la formation. OK, et à la fin, est-ce que vous avez une évaluation? Ben, l'évaluation, non, il n'y a pas d'évaluation à la fin de cette séance. Dans le cadre de ce cours-là, les étudiants ils font un projet, soit individuellement ou en équipe. Mais alors, donc, certaines équipes vont aborder le sujet de l'écoute active, mais il y a d'autres étudiants et des étudiantes qui ne vont pas avoir leur évaluation sur ce sujet-là. OK, d'accord. Donc, si je comprends bien, ce que vous aimeriez, c'est quelque chose comme ça. Et voilà, j'ai préparé un petit schéma pour mieux vous illustrer mon idée. Donc, vous avez votre contenu sur l'écoute active et finalement, votre cours va se décomposer en 3 parties principales avec une introduction, l'essentiel de votre enseignement. On va appeler ça corps. OK, on appelle ça corps, si vous êtes d'accord. Et puis, Oui. la conclusion. C'est bien ça. Tout ça, ça dure 3 heures. Et puis, j'imagine que vous avez une pause de 10 minutes, quelque chose comme ça, habituellement. En pensant au passage en ligne de mon cours, habituellement, là, classiquement, je leur donne un 10-15 minutes, un peu à la moitié du cours. Là, 3 heures, c'est long. Alors, c'est sûr que là, je me suis dit, c'est en ligne, c'est fatigant d'être connecté là, puis être devant son écran. Donc, je vais leur proposer 2 pauses de 5 minutes, une à la fin quand on aura fini de traiter le quoi, puis une quand j'aurai fini de traiter le pourquoi. Donc, 2 petites pauses. Voilà, donc ça va faire à peu près 3 blocs égales de 50 minutes, 1 heure, là, quelque chose comme ça. OK, alors si je vous présente, si j'inclus ce que vous avez dit dans mon schéma, alors ça donnerait le schéma suivant. Je vais vous l'afficher, je vais vous le montrer. Oui, 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 je pense, oui, 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 c'est une. Vas-y, c'est celui. Ah oui, oui, c'est ça, c'est celui-là. Oui, donc tu vois bien, hein, c'est celui-là. Bon, OK. Vous voyez bien, Oh, excusez-moi. Je ne sais plus si c'est en se tutoie ou en se vous voit. Là, l'instant, on vous voit, moi. Bon. d'accord, oui, 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 je préfère. Euh, oui, en tout cas, là, il y a. Attendez un petit peu. Donc, votre schéma, c'est bien ça. Restez avec oui, le schéma que j'ai présenté. Bon, on est un petit peu mêlé ici, mais on va y arriver. Alors, donc, est-ce que le temps qui est prévu, ça correspond bien à ce que vous aimeriez faire là,
comme pour la section quoi, c'est quoi de l'écoute active, le pourquoi de l'écoute active et le comment de l'écoute active. Si on divise tout Oui, ce temps en introduction, corps, conclusion, comme ça tout fait à fait. C'est sûr qu'en salle, selon les groupes, une partie peut prendre un peu plus de temps que l'autre, mais globalement, c'est à peu près ça, là. Les trois sujets sont aussi importants les uns que les autres. Donc, moi, je trouve que j'ai jamais fait un schéma comme ça là, pour présenter mon cours, mais je trouve ça très, très parlant, là, la manière avec laquelle vous l'avez représenté. OK. En fait, j'utilise souvent le schéma comme ça là, parce que ça permet d'illustrer graphiquement en fait ce qu'on appelle les scénarios. Hein? Et ça, c'est le scénario de l'utilisation d'une stratégie pédagogique particulière qui est en fait une stratégie bien connue, qui est l'exposé magistral. Donc, en fait, une stratégie pédagogique, où on peut parler de méthodes d'enseignement ou formules pédagogiques, il y a différents termes pour cela, c'est la description d'une certaine façon d'enseigner, hein, qui peut être à distance, en présence, en fait, ça va dépendre du contexte. De toute façon, une stratégie, il faut toujours l'adapter au contexte, non seulement au contexte de la diffusion, présence ou distance, mais aussi au temps qu'on a, au budget qu'on a, aux apprenants qu'on a, bon bref. Toutes les conditions contextuelles vont être importantes pour adapter une stratégie pédagogique à finalement notre propre situation de formation. Et voilà, donc comme j'ai dit, ça ressemble pas mal à l'exposé magistral, qui est une stratégie pédagogique utilisée depuis des siècles et qu'on prend aujourd'hui pour quelque chose de très naturel dans l'enseignement. Parfois, on ne sait même pas qu'on fait ça, mais en fait, on a vraiment tendance à faire ça pas mal, de façon traditionnelle comme ça. Donc, l'exposé magistral, on présente notre contenu de façon un petit peu transmissive, on pourrait dire, parce que finalement, on se repose sur une vision de l'enseignement en tant que transmission des connaissances. Donc, tout ce que l'expert, l'enseignant, le professeur peut dire à un certain sujet, il essaie de le transmettre principalement verbalement. Évidemment, aujourd'hui, avec les multimédias et puis Internet et tout ça, on peut vraiment varier nos modes de présentation. Donc là, vous allez être en visio avec Zoom, mais vos apprenants vont vous voir sur l'écran, donc vous allez continuer toujours à présenter. C'est ça? Oui. Oui. Excuse-moi, Béatrice, je fais juste une mini parenthèse. Je vois qu'il y a une question de Serge dans le clavardage. Alors, c'est sûr que là, on est dans notre simulation, on va rester dans notre simulation, mais c'est sûr qu'on va pouvoir revenir sur toutes ces questions-là à la fin, en espérant qu'on ait assez de temps là, pour répondre à ces différentes questions. Oui, Béatrice, tu en Madame étais où? Delco, hein, si vous Oui, voyez, je vous oui. rappelle. Bon. Vous en étiez Donc, où? oui, j'en étais là. Je parlais de scénarios et je parlais de stratégie, mais je pense que vous êtes un petit peu mêlés, hein, parce que c'est quoi les scénarios et c'est quoi la stratégie? Oui, je me posais la question là, mais vous y avez répondu partiellement. Ouais, c'est ça. Donc, une stratégie, c'est quelque chose, on pourrait dire, qui Ouais. existe déjà, qui est décrite quelque part, là, dont au moins on entend parler. Donc, ici, l'exposé magistral. Et on peut l'utiliser pour concevoir son propre enseignement, donc sa formation. Ici, l'exposé magistral est utilisé comme macro-stratégie. C'est quoi une macro-stratégie? Ça permet de structurer l'ensemble de votre formation. OK? D'accord. C'est un peu comme une mise en scène finalement de votre contenu. Donc, une macro-stratégie, on pourrait dire minimale, mais Mhm. ça n'existe pas. Là. C'est Ouais. comme une stratégie comme ce que vous avez, un scénario comme celui qu'on a vu là au tout début, là, avec Ouais. introduction, corps et conclusion. Donc, c'est un Ouais. petit peu comme une pièce de théâtre. Ouais. On a une entrée en scène, on a l'essentiel de la pièce de théâtre, et puis on a une OK. finale qui Ah, clôt. d'accord. Oui, oui. J'aime bien le théâtre. Alors, l'image là du théâtre m'aide beaucoup à comprendre là ce que vous m'expliquez. Mais donc, en fait, donc c'est bon. Je pense que est-ce que la formule que je propose serait une bonne solution ou pour mon cours en ligne? Peut-être que vous pourriez le faire de façon plus interactive quand même. Oui, on a une question. Oui, excusez-moi, j'ai une petite question. Je voudrais juste savoir, en fait, par rapport à cette présentation, est-ce qu'on pourrait avoir une idée à combien de personnes, peut-être je n'ai pas entendu, je m'excuse, mais à combien d'étudiants ça s'adresse? Ah, c'est une très bonne Ben, question. Je m'excuse. Voilà. oui. Ben, en Pardon. général, en général, c'est une classe entre 30 et 40 personnes, là. Merci.
OK. Donc, où nous en étions? C'est ça. Donc, oui, c'est bien, mais 50 minutes, c'est quand même long. Hein? Donc, de présentation, d'exposé. Alors, surtout si tu veux si tu veux les mettre dans une formation à distance, alors vous pourriez le faire, excusez-moi, Monsieur Contamine, vous pourriez le faire de façon plus interactive. Ah, OK, plus interactif. Pourquoi? Pourquoi plus interactif? Pour que les étudiants soient plus actifs, parce OK. qu'ils vont s'ennuyer, ils vont perdre leur concentration, ils sont devant des écrans. D'accord. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude d'enseigner tel que je vous l'ai montré. Alors, je comprends que c'est un exposé magistral, mais je comprends aussi ce que vous me dites qu'en formation à distance, c'est encore plus important que les étudiants soient actifs, qu'il y ait de l'interaction. J'imagine que je pourrais y penser pour la prochaine fois. C'est ça que vous me recommandez? C'est ça que vous vouliez que je fasse pour la prochaine rencontre? Ouais, ce serait vraiment bien. C'est vraiment la clé magique, un petit peu là, important. C'est important de capter, de maintenir l'attention de vos apprenants pendant un cours à distance comme ça, là, de 3 heures quand même, c'est long. Alors, ouais, pourriez-vous y penser là pour la prochaine séance, notre prochaine réunion là qu'on avait déjà prévue? Oui, Euh, oui, tout à fait. Oui, Ajouter quelque chose là, OK? Ajouter des d'accord. choses là qui permettront là de davantage varier peut-être le format de votre présentation ou d'ajouter davantage de questions. Et puis, bon, moi, je vais vous donner mon schéma. Donc, travaillez avec ça. Et puis, Oui, vous pouvez le découper un peu plus, vous pouvez le détailler. Vous n'avez pas besoin non plus de détailler trop, là, juste des idées. Là. Ça va vous d'accord, permettre très bien, d'y très bien. penser. Je vais prendre un peu de temps pendant la semaine, puis je vais essayer de reprendre votre schéma pour l'améliorer ou du moins le modifier. Donc, à la semaine prochaine. D'accord. Merci. Au revoir. Alors, on a une question à vous poser. Et puis, finalement, je me tourne auprès de mes collègues. Donc, vous êtes mes collègues enseignants. Et puis, moi, je vous demande qu'est-ce que vous feriez? Alors, essayez de répondre en quelques mots ou à travers le clavardage. Qu'est-ce que vous me proposez pour que rendre mon cours tel qu'il est la plus actif ou interactif, que les étudiants soient plus captifs et moins passifs? On va vous laisser quelques secondes, peut-être 30 secondes, 1 minute pour que vous puissiez répondre. Donc, Sandra, les jeux de rôle, Hugo qui propose du travail en équipe en groupe. Il y a Caroline qui propose d'activer les connaissances intérieures. Plus généralement, Jean-François dit qu'il faut faire participer les étudiants, puis notamment à travers des travaux d'équipe, des Jean-Luc quiz. propose des quiz. Mhm. Faire construire une partie du cours par les apprenants, ça c'est super. Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui propose vraiment un bon découpage, c'est Niels. 30 minutes, bon, bref. Il y a beaucoup de propositions, on ne pourra pas tous les lire. Hein? Donc, Oui, vas-y, Julien. oui, je vais juste dire qu'il y a Madeleine qui a laissé son micro ouvert. Pardon, C'est rien. je m'excuse. Je voulais poser les questions, après je me suis dit que c'était dans le clavardage. D'accord, merci. Donc là, on va passer à la deuxième rencontre. Alors, c'est donc le professeur Contamine qui présente son plan de cours modifié. Bonjour Béatrice, vous allez bien? Ça va, merci et vous. Oui, on rentre dans le vif du sujet, hein. On a peu de temps Oui, aujourd'hui. oui, on Donc, n'a vraiment pas le temps là. Alors, voilà. là, je sais que vous êtes Alors, très, très occupés. j'ai pris votre schéma et je l'ai modifié. Ça paraît un peu chargé là, mais je vais vous expliquer. Alors, par rapport à votre demande de rendre les choses plus actives, puis j'ai pensé premièrement, déjà, ça m'a fait réfléchir ce que vous m'avez dit sur les introductions et les conclusions. Je pense que j'y vais un peu trop vite habituellement, puis que là, dans ma formule en ligne, il va falloir vraiment que je réserve du temps pour présenter le sujet, présenter le déroulement du cours, puis à la fin aussi essayer de sauver du temps, là. Hein, c'est pas facile de sauver du temps des fois en formation, hein, Béatrice. Mais, pour faire un résumé, mettre de l'avant les points importants là, qui ont été discutés pendant la formation. J'ai aussi, vous verrez dans le schéma, décidé d'introduire des parties de discussion
pour chacun des sujets. Alors, sur le quoi, le pourquoi, le comment. J'ai mis 15 minutes, mais ça pourrait être plus court. Ça dépend un peu du temps que j'ai besoin pour présenter la matière. Et puis, pour pas que ça soit le syndrome de la page blanche, je vais arriver avec quelques questions importantes, bien sûr en lien avec le contenu qui ont été vus avant. Puis enfin, là, pour que ce soit interactif, je propose qu'il y ait un quiz d'une dizaine de questions à la fin. Là, c'est pas quelque chose de noté, en tout cas, pas pour l'instant. Je pourrais y penser plus tard, mais c'est pas noté. Mais un quiz là pour que ce soit interactif. Alors, qu'en pensez-vous? Oui, c'est super. Bravo, vraiment. Oui, ouais, c'est Ben, vraiment bien. merci, merci. Ouais, je vois que ce que vous avez fait, c'est vraiment un bon point là, c'est de découper davantage votre contenu hein, en 3 blocs importants, le quoi, le pourquoi et le comment. Et pour chacun, finalement, de ces contenus, vous présentez un ensemble d'activités. En fait, vous avez ici principalement la présentation et vous avez inclus des micro-stratégies, la discussion Euh, principalement. ben, Et excusez-moi, à la fin, vous avez aussi inclus un quiz. C'est vraiment super. excusez-moi, la semaine dernière, vous parliez de macro-stratégie, puis aujourd'hui, vous parlez de micro-stratégie. Est-ce que c'est la même chose ou vous avez fait une erreur Euh, ou... ouais, non, non, j'ai pas fait d'erreur là, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, moi, j'ai l'habitude de distinguer 3 types de stratégies pédagogiques, mais ici, on va pour l'instant parler juste de 2, OK? À la fin, peut-être, je pourrais toucher quelques mots là sur le modèle si on a le temps, ce qui est le 3e type de stratégie. Donc, les deux principaux types, excusez-moi, de stratégies pédagogiques qu'on utilise pour organiser les scénarios et organiser les activités d'apprentissage. Donc, ce sont les macro-stratégies et les micro-stratégies. Donc, comme je l'ai dit, la macro-stratégie permet d'organiser l'ensemble, hein, comme ici, introduction, et après vous avez 3 parties, exposé, discussion, question, exposé, discussion, question, exposé, discussion, question, quiz, conclusion. Donc, ça vous permet d'organiser, la macrostratégie vous permet d'organiser l'ensemble de vos activités. Et ici, ce que je vois, c'est une macrostratégie qu'on appelle exposé interactif. Et effectivement, ça ressemble beaucoup à un exposé interactif, ce que vous avez fait. Mais les microstratégies, ce sont là, on pourrait dire des plus petites stratégies, mais ça dépend aussi, qui sont utilisées pour organiser les activités à l'intérieur de votre scénario. Donc, par exemple, la microstratégie de discussion que vous utilisez ici, il y a certains principes qu'on peut déjà lire dans la littérature. Comment organiser une bonne discussion, comment partager, comment préparer les questions, comment peut-être répartir les rôles dans un groupe de discussion, etc., etc. Donc, il y a différentes façons aussi de mener les discussions. Et là-dessus, il y a quand même déjà pas mal de recherches. Ouais. Donc, Ouais. ça, oui, J'imagine que vous vas-y. pourrez me conseiller des lectures, puis que vous allez pouvoir aussi me vulgariser tout ce savoir là sur les stratégies. Alors, c'est un domaine que je connais pas. Oui, oui, c'est sûr que je pourrais vous proposer quelques D'accord. ressources là, à la fin. Donc, bref, le sujet est vaste là, mais pour Mhm. résumer, donc on a des macrostratégies et des microstratégies et leur utilité dans la conception pédagogique est différente. Par exemple, vous ne pourriez peut-être pas, ou peut-être oui, faire tout un cours juste avec une discussion. Bah, ce serait peut-être davantage du tutorat Mhm. personnalisé Mhm. finalement. Mhm. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette notion-là qui est importante. La macro, elle sert à organiser l'ensemble. Et D'accord. lorsqu'on fait de la conception pédagogique, souvent, on va se centrer sur les activités. Donc, on va comme coller différentes activités ensemble. OK, je vais leur mettre un quiz, je vais mettre un exposé, je vais faire un débat. Mais la principale question est de quelle façon tout ça, ça s'organise ensemble dans un tout Mhm. cohérent et de quelle façon, finalement, ces différentes activités organisées ensemble ou à l'intérieur des blocs permettent de répondre de façon optimale dans la situation, évidemment, aux objectifs d'apprentissage qu'on s'était fixés. Est-ce Ok, que c'est d'accord. clair maintenant? Oui, oui, non, c'est très clair là, la distinction là, entre la micro et la macro. Je me demandais, là, donc les discussions, donc je comprends, c'est une micro-stratégie. Donc, moi, je voulais proposer les discussions pour les rendre actifs, puis vérifier ils avaient bien compris le contenu. Donc, c'est bien ça? Oui, c'est bien que vous liez les deux choses là, parce Ouais. qu'effectivement, il ne s'agit pas de les rendre actifs juste pour les rendre actifs. Là. On ne veut pas qu'ils courent sur place. Là. On veut un petit peu qu'ils courent dans leur tête. Hein. On veut OK. qu'ils soient actifs cognitivement.
peut-être pas courir trop vite dans la tête non plus, il faut leur donner le temps de penser. Donc, en fait, vraiment prévoir du temps là pour une activité cognitive qui permettra à vos apprenants là de travailler pour acquérir les connaissances que vous souhaitez qu'ils acquièrent. Mhm. Donc, ici, vos questions, par exemple, dans les 2 premiers blocs, là, la discussion avec les questions. OK, les questions, elles vont porter sur quoi? C'est des questions principalement pour favoriser la compréhension, c'est ça? De quoi et de pourquoi? Ouais. Ben oui, je veux vérifier qu'ils ont bien compris. Puis c'est sûr qu'à travers surtout le troisième, la troisième discussion question, ben surtout de voir à quel point ils vont être capables de l'appliquer, ces techniques-là et ces principes-là de l'écoute active. Ouais, mais là, on pourrait se demander, est-ce que la discussion, c'est une bonne, même avec des questions, là, c'est une bonne microstratégie pour favoriser la compréhension ou pour favoriser finalement l'apprentissage du comment? Parce que les comment, ce ne sont plus tellement des connaissances conceptuelles, c'est plus le savoir, mais c'est plutôt des connaissances procédurales, donc le savoir-faire, hein. Mhm. Comment on fait ça, l'écoute active? Alors, OK, OK. est-ce que vous pensez que les activités, les microstratégies que vous avez adaptées ici, là, ou que vous allez adapter, est-ce que vous pensez que c'est pertinent là par rapport à ce troisième bloc du comment? Jusqu'ici, là, au cours des dernières années, je pensais que la manière avec laquelle j'introduisais là, le comment, là, ce sujet-là, j'avais l'impression là, que c'était suffisant là, pour qu'ils développent une certaine compétence à l'étude active, mais c'est sûr que là, en discutant, justement, la discussion, est-ce que c'est suffisant? Je vous avoue que je n'ai pas creusé la question. Puis si vous avez des suggestions à me fournir, je serai justement à l'écoute là, par rapport à ce que vous pourriez me proposer. Oui, tout à fait. Euh, donc, en fait, pour vraiment mieux concevoir vos activités, une première étape, ce serait de mieux préciser vos cibles d'apprentissage, hein, donc finalement vos objectifs pour chacun de vos blocs. Mhm. Et une fois que vous aurez vos objectifs, ben là, vous pourrez vraiment penser, OK, mais c'est quelles activités qui me permettront d'atteindre ces objectifs-là? OK? D'accord. Mais Euh, est-ce que vous pourrez me faire des propositions la semaine prochaine? euh, bon, comme je ne suis pas l'expert de contenu, je pourrais peut-être pas vous faire vraiment des propositions très concrètes pour l'instant. On pourra continuer à y travailler ensemble, mais oui, je pourrais vous amener comme un exemple de scénario incluant des activités, donc basées sur une certaine macrostratégie pour vous aider là, à concevoir là, donc, les activités. OK? Oui, ben merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai très hâte à la semaine prochaine que vous me présentiez tout ça. Avec plaisir. Au revoir. Alors là, maintenant, on a une petite question pour vous toutes et tous. Euh, et je vais lancer le sondage. Pensez-vous que c'est possible de modifier ce scénario qu'on est en train de développer dans la simulation pour y intégrer l'acquisition de savoir-faire en écoute active? Donc, la question, c'est pas nuancé, c'est oui ou non. Alors, je vais tout de suite, j'attends, il y a 30 répondants. Je vais aller jusqu'à 40, puis je vais mettre un terme au sondage. Bon, ben, on est déjà à 44. Alors, je finis le sondage et je partage avec vous le résultat. Qu'est-ce que tu en penses, Béatrice? C'est super. Nos participants à l'atelier sont vraiment des gens talentueux qui ont beaucoup d'imagination et probablement déjà aussi beaucoup d'expertise et d'expérience pédagogique tout à fait pertinente parce qu'ils nous disent oui, c'est possible d'intégrer des activités pour favoriser l'acquisition de savoir-faire en écoute active et c'est même en formation à distance synchrone. Très bien. Donc là, je vais arrêter le sondage et puis on va passer à notre troisième rencontre. Je te laisse la parole. Euh, donc, à la troisième rencontre, là, donc, ce que j'aimerais vous présenter, et bonjour à Monsieur Contamine, encore une Bonjour. fois. Bon, j'aimerais vous présenter, donc, on va revenir un petit peu sur l'idée de la structure de l'ensemble, hein, sans entrer trop dans le concret.
mais je pourrais vous présenter une macro-stratégie particulière qui est celle des 9 événements d'apprentissage étendus. Okay? Donc, j'ai mis ici, c'est les auteurs, c'est Smith et Ragan, là, présentés dans un livre, dans plusieurs articles de 2005. Ça date un petit peu, mais il y a aussi des choses plus récentes là-dessus. En fait, c'est une macro-stratégie qui finalement est assez courante, même si on ne se rend pas toujours compte là, de son application que l'on fait dans notre pratique. Mais bon, vous allez voir, vous allez me comprendre là mieux quand je vais vous présenter mon petit schéma. Voilà, donc dans cette macro-stratégie-là, qui s'appuie vraiment sur l'approche cognitive, l'idée principale c'est que les activités d'apprentissage, les activités d'enseignement qu'on veut proposer doivent favoriser certaines conditions d'apprentissage. Okay? Donc, c'est quoi les conditions d'apprentissage? C'est un petit peu, on pourrait dire, tous les facteurs là qui vont favoriser l'apprentissage chez les personnes. Moi, je m'intéresse beaucoup aux adultes, alors mais c'est la même chose pour les enfants, c'est parfois un petit peu différent, là, mais c'est quand même beaucoup de choses là, qui sont semblables parce que finalement, les processus cognitifs par rapport à l'apprentissage, ça fonctionne quand même de façon assez semblable tout au long de notre vie. Donc, finalement, ces conditions, ces facteurs d'apprentissage, c'est principalement les facteurs internes. Hein. C'est pour ça qu'on parle de l'approche cognitive, elle est beaucoup centrée sur la cognition, hein, sur ce qui se passe là dans la tête de l'apprenant lorsqu'il effectue ses activités d'apprentissage. Donc, selon la macro-stratégie de 9 événements, donc vous voyez, il y a ici, comme finalement dans toutes les macro-stratégies, une introduction, un corps et une conclusion. Mais les auteurs, donc, ce qu'ils ont proposé dans cette macro-stratégie, qui en passant se base sur une très ancienne proposition maintenant de Robert Gagné, la macro-stratégie qu'il a proposée s'appelait 9 événements. Smith et Ragan en ont fait 9 événements étendus, là, ou qui finalement, il y a beaucoup plus que 9, peut-être 15 événements. Et surtout, là, ce qu'ils ont aussi bien mis en valeur, bien que Gagné l'avait mis en valeur déjà aussi, c'est le fait que toutes ces conditions d'apprentissage que vous voyez ici, là, capter l'attention informer sur l'objectif à atteindre, stimuler le rappel des connaissances antérieures, c'est ça, des conditions importantes à réunir dans une situation, mais évidemment, parfois, on ne peut pas toutes les réunir. Parfois, certaines vont être plus importantes que d'autres. Ça va dépendre aussi du moment de votre scénario. Parce que ce qu'il faut comprendre, qu'à chaque fois, on a un petit peu comme une structure en poupée russe. C'est-à-dire que pour chaque corps que l'on va décider, on pourrait dire un petit peu notre bloc de contenu, donc il va répondre à un objectif d'apprentissage spécifique qu'on avait décidé. On va proposer un certain nombre d'activités qui vont principalement viser à stimuler le rappel des connaissances antérieures, présenter les informations et les exemples, à diriger l'attention, donc vraiment attirer l'attention de l'apprenant sur ce qui est important à retenir, par exemple, Et oui. à pratiquer, à s'exercer, à donner de la rétraction. Donc, ça, ce sont des conditions d'apprentissage importantes pour le corps. Et vous, ici, vous avez celles qui vont être importantes pour l'introduction, et puis capter l'attention, informer sur l'objectif à atteindre, donner un aperçu. Vous voyez, vous avez déjà fait ça. Mais Habituellement, comment vous faites le lien avec les micro-stratégies? Comment je fais le lien avec les micro-stratégies dont vous m'avez parlé la semaine dernière? Voilà. Donc, les micro-stratégies, vous pouvez les utiliser pour concevoir des activités pour chacune de ces conditions. Par exemple, stimuler le rappel de connaissances antérieures, vous pouvez utiliser différentes micro-stratégies. Vous pouvez utiliser la discussion, vous pouvez utiliser la carte conceptuelle, vous pouvez utiliser un quiz, vous pouvez utiliser une petite vidéo de présentation, vous pouvez appeler à l'expérience antérieure des apprenants de différentes façons. Donc, voilà. Et puis, ce que vous voyez en bleu, là, finalement, avec les petites flèches, là, pour le corps 1, ben, on pourrait le répéter pour chacun des corps. Donc, comme vous voyez, lorsqu'on va arriver dans le corps 3, c'est principalement des connaissances procédurales, donc les savoir-faire. Donc, votre objectif d'apprentissage par rapport à ce savoir-faire, il va falloir le préciser. Mais là, vous allez pouvoir aussi travailler sur les activités qui permettront là, de favoriser ces conditions, mais principalement, probablement, pratiquer, s'exercer et guider la pratique. D'accord. Donc,
Donc, c'est ça, vous allez me laisser réfléchir aux différentes micro-stratégies que je pourrais utiliser par rapport à ces événements, c'est ça? Puis de prioriser certains événements d'apprentissage pour l'introduction, la Ouais, c'est conclusion et ça. les corps. C'est ça. D'accord? Je Oui. vais vous laisser réfléchir sur vos Ouais. objectifs d'apprentissage, sur vos Ouais. activités. Puis bon, pour l'instant, vous ne regardez pas trop l'évaluation, mais idéalement, il faudrait que vous travailliez sur ce qu'on appelle l'alignement pédagogique, c'est-à-dire les liens, la cohérence entre vos objectifs, vos activités et votre évaluation à la fin. D'accord, d'accord. OK, très bien. Ben, merci beaucoup. Donc, la semaine prochaine, ce que je comprends, c'est que vous allez m'aider à finaliser l'identification des micro-stratégies que je vais utiliser pour mon introduction, mon corps et ma conclusion. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est vous qui Très bien. connaissez votre contenu, c'est vous qui connaissez vos apprenants, vous avez une bonne expérience là, donc je suis sûre que vous allez trouver là de bonnes idées là par rapport à ça et puis on pourra continuer à travailler ensemble. D'accord. Ben, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci. Bye. Alors moi, de mon côté, je m'en remets encore à mes collègues, hein. C'est important d'échanger sur la pédagogie en général. Et puis, ben, on vous pose une question auquel vous pouvez répondre dans le clavardage. Clavardage, c'est en fonction de ce qu'on vous a présenté là, par rapport à mon plan de formation, par rapport à la proposition de Béatrice d'utiliser les 9 événements. Puis le souci particulier de favoriser l'acquisition des savoir-faire, c'est quel type de micro-stratégie vous me proposeriez et que je vais emmener à la prochaine rencontre avec Béatrice. Alors, il y a Niels qui dit la même que vous utilisez pour cette formation ici avec nous. Voilà, c'est pas Merci. pire idée. Et Caroline aussi qui dit simulation. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Oui, jeu de rôle, oui. Partage d'expériences et de pratiques, des exemples, des contre-exemples, exemples pratiques, oui, ça c'est important. Puis bien sûr d'inclure le travail en groupe et le modeling. En tout cas, c'est des propositions qui me paraissent très intéressantes. Là, ça me nourrit beaucoup. Ça enrichit ma réflexion. Puis ça va me permettre là, de revenir à la prochaine rencontre auprès de Béatrice avec une suggestion. Voilà. Merci. Pour ce qui est du bilan, Béatrice, je te propose qu'on le saute. Tu es d'accord? On n'a pas beaucoup, on n'a pas Voilà. beaucoup. Mais en OK. général, j'ai trouvé qu'il a bien avancé, le professeur Campani. Bon, merci. Puis moi, j'ai beaucoup appris et je trouve que la collaboration avec quelqu'un qui est expert dans ces stratégies pédagogiques, ben, ça m'aide beaucoup à réfléchir à mes cours, même si ce n'est pas quelque chose de naturel. Donc, en conclusion, on va proposer un retour sur les objectifs de l'atelier avec un petit quiz, un petit sondage en ligne. Alors, je dis la question, Béatrice, en prenant comme point de comparaison ma capacité d'avant cet atelier de formation. À la fin de cet atelier, je me sens mieux outillé pour. Puis là, on vous demande juste de choisir un des 4. Non, tout ce qui s'applique. Tout ce qui s'applique? Ah oui, tu es sûr qu'on peut en choisir plusieurs? Oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Oui. Je te laisse commenter, Béatrice. Ah, ben en fait, pour que tu vois les résultats, il faut que je ferme le sondage, désolé. Là, il y a actuellement 20 personnes qui ont répondu dans 3. Ça continue. Oui. OK, donc toi aussi, tu vois les Oui, moi résultats, je les Béatrice. vois, oui. D'accord. OK, très bien. Donc, je vais mettre un terme au sondage dans 3 secondes. 1, 2, 3. J'arrête le sondage et puis je partage les résultats avec vous. Voilà, il devrait apparaître à l'écran. Ah oui, c'est intéressant. Moi, je ne le vois pas. Est-ce que vous le voyez? Enfin, je ne sais pas si les participants voient. Normalement, oui. Hein, Mathieu? C'est intéressant parce que finalement, on voit que notre premier objectif, c'est-à-dire expliquer en vos propres mots la notion de stratégie pédagogique, déjà ça, c'est 60% là qui
de répondants, de 40 répondants de 40% de gens qui ont répondu. Oui, c'est ça. Donc, ils ont dit que oui, ils sont capables d'expliquer. Puis ensuite, on est autour de 49, 56, 51. Donc, c'est quand même pas mal. C'était notre objectif du départ. Il faut dire qu'on n'avait pas beaucoup de temps. On a vraiment concentré les choses au maximum. Et puis, comme on a consacré du temps pour la conception pédagogique de l'atelier, on a eu, comme c'est souvent le cas, beaucoup moins de temps pour se pratiquer. Et c'est souvent le problème là, dans nos formations, le temps de la pratique, n'est-ce pas? Vous reconnaissez la problématique. Donc, là, merci pour vos réponses. Maintenant, donc, est-ce que vous avez reconnu la macrostratégie que nous avons utilisée pour concevoir cet atelier? Question dans le chat ou levez la main? Oui, on n'a pas de sondage pour cette question-là. Peut-être que tu peux y répondre tout de suite, Béatrice. Oui, comme ça va nous. Oui. Donc, en fait, on a utilisé la macrostratégie des 9 événements de gagner. On a donc utilisé les différents événements pour structurer l'atelier. Donc dans l'introduction, on a eu quelque chose pour capter votre attention avec les quiz, etc. On a présenté les objectifs, même si c'était rapide. On a ensuite, dans notre corps, utilisé une simulation pour ancrer aussi dans votre situation professionnelle, pour favoriser les transferts et tout ça. Donc, on s'est vraiment servi là de cette macro-stratégie pour structurer l'ensemble de l'atelier. Et tu vois, Béatrice, il y a plusieurs personnes qui disent la simulation. Puis c'est vrai que nous, on l'a plus vu comme une micro-stratégie, mais on pourrait la considérer. Là, c'est pas blanc ou noir, hein, le passage entre la micro et la macro, mais globalement, comment on a organisé l'atelier, c'est avec la macro-stratégie des 9 événements et qui nous a permis de mobiliser la simulation dans notre réflexion. Oui, mais c'est ça. Donc, c'est sûr qu'on pourrait imaginer une très grande simulation, très détaillée et tout ça, mais même avec une simulation utilisée comme une macro-stratégie, et là, elle serait vraiment utilisée pour atteindre une certaine compétence, hein, parce que ce serait donc assez complexe à réaliser. Donc, il faut il faut que vraiment que ce soit la peine de préparer la simulation. Et habituellement, ce genre de stratégie, la simulation, l'apprentissage par problème, l'apprentissage par projet, donc ça va être toutes des macro-stratégies qu'on va utiliser pour favoriser le développement des compétences. Et ça m'amène à souligner donc l'important rôle d'un troisième type de stratégie qui est le modèle. Donc, le modèle, le nom peut-être ne convient pas tout à fait, mais je n'ai rien trouvé de mieux en essayant de vulgariser ces connaissances et finalement de les transmettre aussi à mes étudiants. Donc, le modèle, c'est un type de stratégie qui permet de travailler sur votre contenu, d'organiser le contenu. Par exemple, l'approche par objectif ou l'approche par compétence peut être utilisée comme un modèle, c'est-à-dire que c'est une lunette que vous allez utiliser pour finalement regarder votre contenu et regarder de quelle façon vous structurez vos objectifs d'apprentissage. La taxonomie de Bloom, par exemple, c'est un modèle. Elle vous permet de décider du découpage de votre contenu, mais elle ne vous permet pas de décider de quelle façon vous allez présenter le contenu. OK? Donc, la question de modèle est une question peu abordée. On s'intéresse peu à la structuration du contenu, finalement, en conception pédagogique, mais comme vous avez vu, c'est essentiel et c'est vraiment très lié. Les macro-stratégies, c'est très lié de la façon de concevoir le découpage de votre contenu et la façon de le présenter. Si vous partez des situations professionnelles, des activités, des cas, ben, vous allez souvent vous retrouver avec des macro-stratégies qui vont aller plutôt des exemples vers dégagement des principes, donc un petit peu plus comme un genre d'apprentissage par découverte guidée. Et donc, ça va être toujours beaucoup plus actif, mais ça va aussi prendre beaucoup plus de temps habituellement, aussi bien pour le préparer que pour les étudiants eux-mêmes. Mais ça peut être aussi évidemment plus efficace parce qu'il y aura la structuration là, qui viendra, surtout pour les étudiants adultes, qui viendra bien arrimer ce qu'ils vont apprendre avec leur expérience. C'est un point super important. Béatrice, oui? Juste dire, vu qu'il reste 4 minutes, ça ne fait pas beaucoup de temps pour prendre des questions. Juste dire à tout le monde, si vous voulez avoir des précisions sur les stratégies de formation, vous mettez dans Google Wikitedia, pas Wikipédia, hein, Wikitedia.
ou Béatrice Poudelco, puis vous allez tomber sur un wiki où il y a plein d'informations sur différentes stratégies. Mais est-ce qu'on pourrait prendre les 4 dernières minutes, Béatrice, peut-être pour donner l'occasion? Il y a des personnes qui ont laissé des questions. Je ne pense pas qu'on va avoir le temps de scanner le clavardage, mais est-ce que certaines personnes voudraient poser la question de vive voix? N'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser une question. Sinon, je regarde dans le clavardage si je tombe sur des questions. Oui, donc pendant que Julien regarde pour choisir la Non. question, là, donc vous trouverez donc Wikipédia, c'est un site qui maintenant existe depuis plus d'une dizaine d'années. C'est un projet de banque de stratégie pédagogique que j'ai créé avec les étudiants du cours que je donne à la TELUC sur les stratégies pédagogiques. Donc maintenant, on y retrouve les fiches d'à peu près 138, peut-être 134 stratégies pédagogiques différentes. Elles sont aussi classées par macrostratégie, microstratégie, tout ça. Donc, vous pouvez y naviguer. C'est libre d'accès, donc un site hébergé par l'Université TELUC. Et puis, on a une Béatrice, question. Oui, on a vas-y. quelqu'un qui veut prendre la parole. Ben, Allez-y. Oui, bonjour. Je m'appelle Mathias Assandé. Moi, je suis professeur à la TELUC. J'ai suivi les stratégies telles que présentées. Je me pose cette question. Est-ce que on peut l'appliquer à un modèle d'enseignement asynchrone? bien sûr. Bien sûr, on peut faire beaucoup de choses en asynchrone. On peut faire même parfois plus de choses en asynchrone là qu'en synchrone parce qu'on est moins contraint par les temps. En fait, ça dépend. C'est vraiment deux approches un petit peu différentes là, de la conception pédagogique. On va plus se baser sur les groupes et sur donc la coprésence là dans l'enseignement synchrone et on va plus pouvoir structurer certaines choses et puis présenter des activités euh, davantage structurées, peut-être qui prennent plus de temps aussi à réaliser de façon individuelle ou en groupe là, en enseignement asynchrone. Ou on peut aussi faire de l'enseignement hybride. Hein. Par exemple, à une classe, dans le cas de notre professeur Julien Contamine ici, on aurait pu faire de la macrostratégie de la classe inversée. Donc, tous les contenus conceptuels pourraient être abordés d'une certaine façon avant la rencontre en classe, durant laquelle on aurait davantage d'exercices pratiques qui travailleraient sur les comment. Vous voyez? Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, ça va. Pour compléter, les événements d'apprentissage ne changent pas. Par contre, les stratégies pour les mettre en place et les activités qui vont en découler vont être de nature différente, là, que ce soit synchrone, asynchrone, hybride, etc. Merci pour votre question. Oui, et donc c'est sûr qu'on pourrait approfondir là, les sujets. On a juste touché un petit peu. Donc, si on allait proposer un autre atelier sur ce thème au REFAD, quelles sont les questions que vous aimeriez approfondir? Je vais donner un exemple. Il y a quelqu'un qui posait la question, ou du moins qui faisait une remarque par rapport aux objectifs d'apprentissage. Et c'est vrai que le choix des stratégies est très dépendant de la nature des objectifs. On l'a dit un petit peu là quand on a vu qu'il y avait des savoir-faire puis des objectifs en lien avec un certain savoir-faire, une certaine compétence à l'écoute active. Mais c'est sûr qu'on aurait pu mettre l'emphase sur cette dimension-là dans la simulation. On a fait des choix déchirants. Oui, déchirant. Tout à fait. Je vois qu'il est. Pour l'évaluation. OK, alignement pour l'évaluation. Oui, Ouais. c'est très bien là. Moi aussi, je choisirais ça là dans un autre atelier de simulation. Là, comment on travaille sur l'alignement entre nos objectifs, nos activités et puis à l'évaluation là, et peut-être la rétroaction aussi qu'on donne tout au long. Puis on nous propose plus de macro-stratégies, des exemples d'activités en mode asynchrone. Et puis, il est 13h. Voilà, ça a passé comme rien. Merci beaucoup de votre attention et de votre participation. Merci à tout le monde. Merci beaucoup pour d'avoir pris votre temps, autant les participants que nos conférenciers. Ça a été un atelier vraiment intéressant. Il y en a qui veulent peut-être, parce qu'il y a des gens aussi même qui se sont connectés vers la fin. Donc, si vous avez manqué le
début, je mentionne que ça va être disponible sur YouTube. Toutes les informations sont sur notre site web www.refad.ca. Vous allez avoir le lien aussi pour accéder à la présentation. Merci Jean-Pierre Donc, pour le pouce vous pouvez levé. aller faire un tour. J'ai aussi glissé. On a plein de merci qui apparaissent dans les commentaires. Merci à vous aussi. Et j'ai glissé le lien vers le sondage dans le clavardage, comme je l'ai mentionné un peu au début. Là. Je le rajoute à l'instant encore. Donc, le voici. Vous pouvez faire votre rétroaction. Et ensuite de ça, à la fin je voudrais peut-être juste conclure en mentionnant que le prochain atelier sera le 8 novembre. Donc, le thème, la formation en ligne en enseignement supérieur. Vos étudiants sont-ils motivés? Donc, vous pouvez vous inscrire encore là au www.efad.ca. Sur ce, je vais clore la séance. Merci beaucoup, Mme Podelco et M. Contamine. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci à tout le vous. monde. Bonne Merci journée. tout le monde. Au revoir. Salut. Ouais.